Bien, mesdames, messieurs, installez-vous. Les journées de formation commencent à l'heure, donc on va avec 5 minutes de retard, mais c'est pas grave. Bienvenue, en tout cas, dans ce magnifique amphithéâtre du siège de région. C'est vrai que c'est la première fois que l'on est accueilli de façon aussi favorable, aussi magnifique. Je dirais pour les formations que l'on organise au niveau du réseau TCAVC 5962 et aussi, je pense, au niveau de France Traumatisme Crânien. Il faut donc remercier tout à fait chaleureusement M. Xavier Bertrand qui a autorisé donc que l'on puisse faire cette réunion ici, ainsi que Mme Rio, qui est l'adjointe chargée de la santé, et puis les personnes qui ont travaillé ici et qui nous ont guidés dans nos démarches, M. Wrobleski en particulier, qui est actuellement absent, et Mme Nessens, qui est présente aujourd'hui. Merci également à la directrice de l'Agence régionale de santé, Mme Ricom, qui ne peut pas être présente, enfin, ou être représentée et parler aujourd'hui du fait de la réserve électorale. Mais l'Agence régionale de santé nous soutient, en tout cas en tant que réseau en charge de la cérébrolésion dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis ses prédécesseurs bien sûr aussi. Voilà, depuis longtemps, puisque le réseau a été créé il y a environ 13 ans, en 2003-2004. Alors aujourd'hui, donc c'est une journée qui est organisée en collaboration avec France Traumatisme Crânien. Son président est ici, François Tassot, qui parlera juste après. C'est la seconde fois que l'on organise une réunion avec France Traumatisme Crânien. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de plus solennel, de plus important également. Ça permet aussi d'accueillir des gens qui viennent des autres régions françaises. Voilà, bienvenue à Lille. Voilà, un sujet, un thème qui est un thème qui fait l'objet de discussions, je dirais, voilà, qui est celui de l'éthique médicale, dans la pratique quotidienne. Alors c'est vrai que quand on pense à l'éthique médicale, voilà, on peut penser de façon très générale à la science de la morale médicale, etc. Bon, voilà. Ici, on essaiera d'être beaucoup plus concret, tout au moins dans la seconde partie, qui sera celle de cet après-midi, et d'envisager les situations qui se présentent à nous comme soignants aux différentes phases du parcours d'un patient. Mais ce matin, on parlera aussi de choses plus générales, d'aspects, si M. Dupont est présent, donc d'aspects plus théoriques sur l'éthique, puis on parlera de la spécificité de la problématique de la cérébrolésion qui bouleverse quand même sérieusement les règles de fonctionnement éthique au quotidien. Et puis on parlera aussi des aspects législatifs, puisque la législation en termes d'éthique évolue de façon très régulière. Voilà. Alors, quand on parle d'éthique, on parle depuis très longtemps de règles que doivent adopter les professionnels de santé vis-à-vis de leurs patients, de règles de bonne conduite, on dit ça aussi. Bon. Il y a depuis très longtemps des règles déontologiques, puisqu'elles ont été créées au départ par Hippocrate 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc voilà, ce sont des choses très anciennes, mais vous savez que les choses ont fortement évolué. Elles ont évolué à partir du XIXe siècle, parce qu'on a parlé de morale aussi, de morale médicale. Bon, je ne vais pas entrer dans le domaine de la morale, c'est le domaine que je n'apprécie pas forcément. Voilà. Il y a des règles scientifiques aussi qui doivent être respectées. Donc, et ces règles scientifiques sont devenues de plus en plus évidentes au fur et à mesure des années, et elles s'imposent maintenant à tous les professionnels. Donc, c'est-à-dire utiliser des techniques qui sont efficaces et qui sont susceptibles de ne pas nuire aux personnes. Ça fait partie des choses vraiment très basiques et très élémentaires. Alors, ça, c'est difficile quand même, il ne faut pas se tromper, les règles scientifiques, parce que
les preuves d'efficience sont parfois difficiles à apporter, même pour des choses qui nous paraissent tout à fait évidentes au quotidien. Le problème des effets secondaires, des effets négatifs, bon, c'est quelque chose qu'on connaît tous, mais qui est... bon, voilà, bon, les accidents sont toujours présents, malgré tous les efforts de prévention que l'on peut faire lorsqu'on fait des interventions thérapeutiques relativement agressives. Voilà. Alors, pour ce qui concerne l'éthique, il y a eu des réflexions qui ont été menées surtout par le législateur sur des aspects très pointus qui sont d'une part les problèmes de la fin de vie, d'autre part les problèmes de la procréation, du début de la vie, quoi. Enfin, là, bon, voilà. C'est vrai que le législateur s'est surtout intéressé à ça. Ici, on ne nous parlerons pas de ces problèmes-là ici. Enfin, on pourra parler quand même un peu de la fin de vie par rapport aux patients qui sont dans des états dits végétatifs prolongés. Mais bon, c'est un domaine donc, qui a fait l'objet de réglementation, enfin de lois récemment encore en France, parce que tout évolue quand même toujours. Bon, voilà. On appréhende moins, en tant que professionnel, les problèmes d'éthique dans les actions quotidiennes. Pourtant, il y a des éléments qui sont dans nos actes quotidiens, qui sont présents dans les textes. La loi Kouchner, par exemple, la loi de 2016 aussi, qui précise, par exemple, le rôle de la personne de confiance. Donc voilà, ça fait partie des choses voilà, qui nous contraignent, forcément, et qu'on doit intégrer dans nos actions. Alors, la problématique de l'éthique, c'est une problématique très générale qui s'applique, comme je vous l'ai dit, donc tous nos rapports avec les patients et avec leur entourage. Mais il y a des problèmes particuliers qui concernent la cérébrolésion. Et on ne peut pas adopter pour des patients cérébrolésés forcément les mêmes conduites que celles que l'on applique pour des personnes qui n'ont pas, malheureusement, enfin heureusement pour eux, de lésion cérébrale. La lésion cérébrale, de façon schématique, elle peut interférer avec la communication que l'on a avec le patient. D'ailleurs, la communication est un instrument essentiel quand on essaie de respecter les règles d'éthique, éclairer, etc. etc. La communication peut être altérée par deux problèmes liés à la lésion cérébrale. D'une part, les troubles de vigilance, ce qu'on appelle le coma, et puis ses suites, et qu'on appellera aussi état végétatif, prolongé, etc. Donc, quand les perturbations de la communication et de la vigilance se perdurent. Et puis, par un deuxième aspect, qui est plus, je dirais, plus insidieux, qui sont les troubles intellectuels et comportementaux de la personne. Et parmi ces troubles intellectuels, il y a ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est-à-dire la méconnaissance des difficultés, de ses propres difficultés par la personne, qui fait que quand on rentre dans une discussion par rapport à des thérapeutiques, etc., on peut très bien avoir aussi, de la part de la personne, non pas un refus, mais bon, une indifférence, je dirais, aux propositions que l'on peut faire en termes d'action thérapeutique. Et cette indifférence est un élément qui va perturber les règles de fonctionnement, si on les applique de façon stricte, les règles de fonctionnement et les rapports que l'on a avec la personne. Voilà, donc c'est un ensemble de problèmes. Il y a cette spécificité donc, qui est au cœur de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui et des présentations qui seront faites cet après-midi. Voilà, donc bonne journée à tous par rapport à tout ça. Donc, voilà, on a la chance cette année d'être accompagné par une compagnie théâtrale qui s'appelle la compagnie La Belle Histoire, qui va essayer, bon, avec succès sans doute, sûrement, enfin, voilà, de caricaturer un peu les propos de chacun, voilà, en les illustrant par des scénettes. Donc, bienvenue aussi à la compagnie La Belle Histoire qui est présente ici. Voilà, vous aurez aussi cet après-midi le témoignage d'une personne qui est la mère d'une personne cérébrolésée qui est en état post-relationnel, qui vous expliquera toutes les difficultés qu'elle a eues
dans le parcours. Voilà. Et ça, ce sera le point de vue, non pas des professionnels, mais le point de vue d'une personne qui a vécu dans l'entourage familial d'un cérébro-lésé. Alors, avant de passer la parole à François Tassot, qui est le président de FTC. Donc, je voudrais très rapidement vous présenter le réseau TCAVC 5962. Alors, c'est un réseau qui est soutenu par l'Agence régionale de santé, qui est financé par l'Agence régionale de santé, et qui a très schématiquement une structuration. Donc, sur le 5962, c'est pas les Hauts-de-France, parce que on l'a construit à une époque où il y avait encore deux régions différentes, hein, donc d'une part le Nord-Pas-de-Calais, d'autre part la Picardie. Voilà, qui est installé donc dans les 4 territoires de santé de notre région et qui comporte actuellement toutes les structures de rééducation, donc SSR neurologique de la région, plus les structures de neurologie, de neurochirurgie, et puis on peut dire toutes les structures médico-sociales qui sont impliquées directement et fortement dans l'accompagnement des personnes cérébro-lésées. Voilà, donc une distribution qu'on voudrait plus correcte et plus importante dans certaines zones géographiques, en particulier dans l'Est, qui correspond à la zone de Maubeuge. Voilà, qu'on voudrait aussi plus importante dans l'Arajois, mais bon, c'est la réalité du terrain qu'il y a encore dans notre région des zones un peu sous-dotées, tant pour les SSR, la rééducation, que pour le médico-social. Alors, ça permet d'abord et avant tout ce réseau, la mission du réseau, la première, c'est d'accompagner des personnes qui sont en situation complexe, hein, c'est-à-dire qui ont une situation de handicap, avec des problèmes intellectuels et psychologiques, avec éventuellement des polypathologies, avec des ruptures dans le parcours de soins, voilà, et qui sont dans une situation complexe, et au sortir des structures de rééducation ou au sortir directement des structures de neurologie ou de neurochirurgie, ou même de personnes qui vivent au domicile depuis de nombreuses années, voilà, dans des situations de handicap et forcément de dépendance. Voilà. Pour pouvoir les orienter au mieux, hein, c'est une mission d'orientation qui est essentielle, soit vers des structures médicales appropriées, parce qu'on a parfois besoin de soins à distance, soit vers des structures médico-sociales quand elles existent dans leur environnement de vie naturel. Ce n'est pas toujours le cas, hein, voilà, mais c'est ce rôle essentiel donc d'orientation. Après, ça se fait au niveau de consultations pluridisciplinaires avec des personnes qui sont spécialisées dans l'accompagnement des personnes cérébro-lésées, donc des assistants sociaux du réseau et des psychologues, neuropsychologues du réseau, avec des médecins de rééducation dans tous les centres de rééducation de nos 2 départements. Donc 46 médecins, donc voilà. Il y a des lieux qui sont spécialisés pour les enfants. Après, le réseau est aussi en charge d'organiser des formations, et celle d'aujourd'hui en est un exemple, donc accompagner. On a aussi des formations qui sont plus spécialisées pour les professionnels, donc l'accompagnement d'une personne victime d'une lésion cérébrale, la conduite automobile, la spasticité, la déglutition. Voilà, l'année prochaine, nous ferons une autre journée grand public concernée aux troubles comportementaux et sociaux et leurs répercussions sur la vie des personnes. Et nous avons également des groupes de travail thématiques, donc schématiquement 14 groupes, qui rassemblent des professionnels qui souhaitent améliorer leur pratique professionnelle et construire des outils communs qui seront ensuite appliqués aux personnes qui travaillent dans le réseau, soit dans les structures sanitaires classiques, soit dans le système médico-social, soit dans les deux. Voilà, donc les thématiques sont très variées. Voilà, et les thèmes, enfin les groupes les plus récents concernent l'intimité et la sexualité, surtout dans les structures médico-sociales, et puis plus récemment encore l'hygiène de vie et la prévention. Voilà, nous avons un site internet.
nous avons un annuaire des structures sanitaires et médico-sociales, une lettre semestrielle et puis des informations régulières aux adhérents. Les personnes qui souhaitent adhérer au réseau, qui n'en font pas encore partie, peuvent le faire facilement en contactant le secrétaire du réseau ou la coordinatrice du réseau. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce réseau. Bonne journée. Je passe la parole à François Tassot qui va vous présenter France Traumatisme Crânien.